Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire Hills, je vous propose de vous expliquer que faire face à un ictère. Nous reviendrons tout d'abord sur ce qu'est un ictère, puis sur la physiopathologie de l'ictère et bien entendu sur les causes d'ictère, selon que ce soit un ictère hépatique, pré, voire post-hépatique. Et enfin, nous continuerons par l'approche clinique à adopter pour être 100% à l'aise face à un ictère. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire Hills. L'ictère est défini comme une coloration jaune de la sclère, de la peau et des muqueuses due à un dépôt de bilirubine. Cet ictère est visible chez le chien et chez le chat lorsque la bilirubinémie excède 20 mg par litre. Il est important de comprendre que l'ictère n'est pas une maladie en tant que telle, mais une manifestation clinique d'un processus sous-jacent. Différentes conditions pathologiques peuvent provoquer un ictère et il faut connaître les bases du métabolisme de la bilirubine et de son excrétion pour avoir une démarche diagnostique raisonnée. La bilirubine est un produit terminal du métabolisme de l'hème. Cette hème est libérée à partir de l'hémoglobine lorsque les hématies sénescentes ou endommagées sont extraites du sang par le système phagocytaire mononucléé de la rate, du foie et de la moelle osseuse. Au sein d'une cellule mononucléée comme le macrophage, le pigment rouge porteur d'oxygène, l'hème, est clivé et forme le pigment vert appelé biliverdine. Cette biliverdine est réduite en bilirubine qui est excrétée dans le sang sous sa forme non conjuguée et transportée jusqu'au foie liée à l'albumine. La bilirubine passe à travers la surface des membranes sinusoïdes des hépatocytes par diffusion passive et facilitée. Une fois dans les hépatocytes, la bilirubine est conjuguée en une forme hydrosoluble. Cette forme conjuguée est excrétée dans les canaux biliaires par un transporteur ATP dépendant. Elle est ainsi incorporée dans la bile, stockée dans la vésicule biliaire et excrétée dans le duodénum par le canal biliaire commun. Au sein du tractus digestif, la bilirubine est convertie par la flore bactérienne en urobilinogène incolore, urobiline orange-rouge, stercobilinogène et finalement stercobiline, ce pigment qui donne la coloration marron au sel. Lors d'obstruction complète des voies biliaires, le manque de ce pigment engendre la production de sels décolorés nommés sels alcooliques. Il est commun de séparer les causes d'ictère en 3 catégories. L'ictère préhépatique lié à une hémolyse modérée à marquer, l'ictère hépatique lié à une incapacité des hépatocytes à métaboliser et évacuer la bilirubine, et l'ictère post-hépatique lié à l'incapacité à excréter la bile dans le duodénum suite à une obstruction des voies biliaires. Cette forme d'ictère est en général due à une hémolyse extravasculaire, puisque l'hémolyse intravasculaire libère une grande quantité d'hémoglobine, mais ne produit qu'une faible quantité de bilirubine. La production excessive de bilirubine surpasse son absorption, son métabolisme et son excrétion hépatique. La cause la plus fréquente d'ictère préhépatique chez le chien est l'anémie hémolytique à médiation immune. Certaines maladies infectieuses et destruction à médiation immune des hématies causent également une hémolyse chez le chat. Les hématies félines sont particulièrement sensibles aux dommages oxydatifs et l'hémolyse peut faire suite à toute maladie oxydative telle qu'une lipidose hépatique. Chez le chien comme chez le chat, des intoxications au zinc, aux oignons ou au paracétamol, les anomalies génétiques et l'hypophosphatémie sont des causes moins fréquentes d'anémie hémolytique. L'hyperbilirubinémie hépatique du chien et du chat est associée à un dysfonctionnement hépatocellulaire dû à des toxiques comme le carprophène, l'ingestion d'amanite ou de xylitol, un processus à médiation immune ou inflammatoire infectieux ou non infectieux, un processus néoplasique ou des anomalies génétiques du métabolisme du cuivre. La lipidose hépatique est une cause fréquente d'ictère chez le chat. Les chats peuvent également développer une hyperbilirubinémie discrète en réponse à une maladie inflammatoire systémique importante, notamment lors de sepsis. Cependant, ces chats sont rarement cliniquement ictériques. Une obstruction des voies biliaires peut être secondaire à une atteinte primaire du système biliaire comme faire suite à une atteinte des organes extraluminaux, notamment le pancréas ou le duodénum. Cette obstruction peut être partielle ou complète. Les causes intraluminales d'obstruction des voies biliaires extrahépatiques chez le chien incluent une mucoselle biliaire, une cholélithiase ou une infection ou un processus néoplasique. Une cholangite infectieuse causant une obstruction partielle est plus fréquente chez le chat que chez le chien et les mucocèles semblent particulièrement rares chez le chat.
Les causes extraluminales d'obstruction des voies biliaires extrahépatiques incluent une pancréatite, un processus néoplasique, une adénomégalie régionale ou un corps étranger intestinal au niveau de la papille duodénale. Quelle que soit sa cause, une obstruction complète des voies biliaires est une urgence médicale et chirurgicale. Certaines races sont prédisposées aux anomalies génétiques telles que le déficit en pyruvate kinase, Basenji, Beagle, Cairn Terrier, English Springer Spaniel, Teckel, Westie ou les maladies de surcharge en cuivre, Doberman, Labrador. L'âge est également important. Par exemple, un chien adulte sera moins à risque d'hépatite virale qu'un chiot non vacciné. La prise d'anamnèse doit inclure d'éventuels voyages, exposition à des parasites externes, à des médicaments, à des toxiques environnementaux et l'historique vaccinal. L'appétit, la prise de boisson, la production urinaire et la défécation peuvent également permettre de détecter la cause sous-jacente de l'ictère, de même que le questionnement concernant la durée et la progression des signes cliniques. Ainsi, par exemple, un chien auparavant asymptomatique présentant un ictère soudain et des vomissements aigus est plus à risque de souffrir d'une obstruction biliaire ou d'une anémie hémolytique à médiation immune que d'une hépatopathie cuprique. Une attention particulière doit être portée à la couleur des muqueuses, la fréquence cardiaque et la qualité du pouls lors d'anémie. La palpation abdominale peut révéler une hépatomégalie, une douleur abdominale crâniale, un effet de masse ou un épanchement abdominal. Une hyperthermie peut suggérer la présence d'un processus inflammatoire infectieux ou non infectieux, tel qu'une anémie hémolytique à médiation immune, une pancréatite, une cholangite bactérienne ou une rupture de la vésicule biliaire. Une coagulopathie peut être associée à un syndrome d'Evans associant anémie et thrombopénie à médiation immune, coagulation intravasculaire disséminée, une insuffisance hépatique ou une cholestase marquée. L'inspection de la peau ou des muqueuses peut alors révéler la présence de pétéchies ou d'hématomes. La palpation transrectale peut montrer la présence de méléna ou de saignements gastro-intestinaux secondaires à l'exposition à un toxique ou à une insuffisance hépatique. Un examen nerveux doit être réalisé afin de détecter les signes d'encéphalopathie fréquemment associés à une lipidose hépatique, une insuffisance hépatique aiguë ou une cirrhose. Les informations issues du signalement de la prise d'anamnèse et de l'examen clinique peuvent aider à prioriser les hypothèses diagnostiques et orienter la démarche à adopter. Par exemple, des muqueuses pâles et une tachycardie, une faiblesse, une tachypnée et un pouls bondissant justifient une mesure immédiate de l'hématocrite. Une douleur abdominale crâniale, des vomissements, une hyperthermie et une déshydratation sont typiques d'une obstruction biliaire et justifient la réalisation précoce d'examens complémentaires. Chez tout patient ictérique, une numération formule sanguine est indiquée afin d'identifier et caractériser une éventuelle anémie. Une hémolyse se caractérise en général par une anémie macrocytaire régénérative alors qu'une hépatopathie chronique cause le plus souvent une anémie microcytaire non régénérative. Ce dernier type d'anémie est le plus fréquemment dû à des pertes sanguines chroniques, notamment lors de saignements digestifs. Les chats présentant une lipidose hépatique peuvent développer une anémie régénérative à corps de Heinz. Une spérocytose et une auto-agglutination évoquent une destruction à médiation immune des hématies et un leucogramme de stress est souvent présent. Une thrombopénie est possible lors de syndrome d'Evans ou de CIVD. Le bilan biochimique doit inclure le dosage de l'activité des phosphatases alcalines, PAL, de l'alanine aminotransférase, ALAT, de l'aspartate aminotransférase, AZAT, de la gamma-glutamyltransférase, GGT, et du cholestérol, de l'urée, de l'albumine, de glucose et de la bilirubine. L'ictère post-hépatique se caractérise en général par une hyperbilirubinémie, une élévation marquée des enzymes de cholestase, PAL-GGT, et de cytolyse hépatique, ALAT-AZAT, et une hypercholestérolémie modérée à marquer. Les marqueurs fonctionnels hépatiques tels que l'urée, l'albumine, le glucose sont dans la majorité des cas dans les valeurs usuelles lors d'ictère post-hépatique. Lorsque l'ictère est hépatique, l'augmentation de l'activité de l'ALAT est similaire à celle des PAL, alors que l'urée, l'albumine et le glucose peuvent être diminués. Lors d'HMI, une augmentation discrète à modérée de l'activité des enzymes hépatiques est possible. Des PAL supérieurs à l'ALAT couplés à des GGT normales chez un chat obèse ictérique sont très évocatrices d'une lipidose hépatique. Des radiographies abdominales permettent de détecter un corps étranger métallique éventuellement associé à une intoxication au zinc, un effet de masse ou des cholélites.
Des radiographies thoraciques sont indiquées pour la recherche de lésions métastatiques, de foyers de pneumonie ou d'une cause d'anémie hémolytique secondaire. L'échographie abdominale est un examen intéressant non invasif du système biliaire, du parenchyme hépatique, du pancréas, du mésentère environnant et de nœuds lymphatiques régionaux. La sensibilité de cet examen dépend largement du degré d'expertise de l'imageur. Cette procédure invasive n'est recommandée que lorsqu'une dilatation persistante du canal cholédoque est visible, associée à une hyperbilirubinémie, une mucoselle biliaire, une rupture de la vésicule biliaire ou des cholélytes obstructifs. Sans évidence d'obstruction biliaire complète, les patients suspects de cholangite ou pancréatite sont traités médicalement. Si une obstruction partielle est suspectée, un suivi de la bilirubinémie et des anomalies échographiques est essentiel pour évaluer la réponse au traitement. Si une cholangite est suspectée, une aspiration écho-guidée à l'aiguille fine de la vésicule biliaire suivie d'une culture de la bile est recommandée pour aider au choix de l'antibiothérapie. Lorsqu'une origine hépatique est suspectée, une cytoponction écho-guidée du parenchyme hépatique est recommandée. L'examen cytologique est surtout utile dans le diagnostic de processus tumoraux infiltratifs diffus et d'une lipidose hépatique. Des biopsies sont recommandées lorsque la cytologie n'est pas conclusive. Attention, lorsqu'on envisage de faire des prélèvements hépatiques sur un animal ictérique, un bilan de coagulation doit obligatoirement être réalisé avant la procédure. Toute anomalie significative doit amener à décaler le prélèvement et traiter avec de la vitamine K. J'espère que vous êtes désormais incollable sur l'ictère. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. À bientôt!